En janvier 2019, alors que la France était secouée par le mouvement des Gilets jaunes, qui était une très forte protestation contre les inégalités sociales, par les marches pour le climat, qui avaient démarré à l'été 2018 suite à la démission de Nicolas Hulot, donc, qui a été le ministre de la Transition écologique du premier gouvernement de Macron et qui est en même temps une personnalité, un écologiste emblématique en France. Les grèves pour le climat organisées par les jeunes et l'affaire du siècle, qui est un procès qui a été intenté par 4 ONG à l'État français pour inaction face au changement climatique. Nous avons formé un collectif, donc à la fois des artistes, des militants pour le climat, des diplomates, des universitaires, des membres des Gilets jaunes. Ce collectif s'est appelé les Gilets citoyens et on a écrit une lettre ouverte au président de la République qui a été publiée donc le 30 janvier 2019 en disant « On pense que vous ne pourrez pas sortir de cette crise sans une véritable innovation démocratique ». À ce moment-là, le président Macron avait lancé le grand débat. Donc en gros, il a parcouru la France pour discuter avec la population et savoir ce que les uns et les autres souhaitaient pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Et nous, on voyait déjà que ce grand débat, ça allait être de la démocratie participative à la papa, on va dire, à l'ancienne. C'est-à-dire, on demande leur avis aux citoyens et puis après, on fait ce qu'on veut. Et donc nous, notre proposition allait plus loin. On disait, on pense qu'il faut créer une assemblée de citoyens tirés au sort, qui délibèrent, qui font des propositions, et que ces propositions ensuite aillent au référendum ou au Parlement pour devenir vraiment des lois. Donc dans ce contexte, un jour je suis invité avec Marion Cotillard sur France Inter, donc qui est la radio publique en France. On était invités parce qu'on était deux figures de proue donc de l'affaire du siècle, ce procès contre l'État pour inaction face au changement climatique. On critique Emmanuel Macron, particulièrement, enfin moi comme d'habitude, mais ça je pense qu'il s'en fiche, et Marion Cotillard, c'est moins fréquent. Donc quelques semaines plus tard, Marion reçoit un texto d'Emmanuel Macron lui disant « Venez discuter de la question climatique, je vous expliquerai tout ce que mon gouvernement est en train de faire ». Elle dit qu'elle veut y aller avec moi, on y va tous les deux, et je me dis à ce moment-là, ça sert à rien d'essayer de lui proposer de prendre des mesures un peu gadget pour calmer l'opinion sur la question climatique. Je vais porter cette proposition des Gilets citoyens d'organiser une assemblée citoyenne tirée au sort. Après 1 heure de conversation où j'avais expliqué pourquoi il me semblait que c'était la meilleure solution, en résumé, parce que je pense que nos démocraties sont très mal armées pour faire face au changement climatique. Pour une raison simple, qui est que les mesures qui devraient être prises pour rester sous 1,5 degré de réchauffement, donc rester dans le cadre des accords de Paris, sont des mesures assez radicales, qui demanderait de limiter considérablement le nombre de voitures en circulation, de limiter les voyages en avion, de limiter notre consommation de viande, de limiter notre consommation d'énergie, de limiter notre consommation tout court, à vrai dire. Et donc qui sont non seulement très impopulaires dans la population potentiellement, mais qui sont aussi contraires à un certain nombre d'intérêts économiques d'entreprises multinationales qui fonctionnent toujours sur le modèle de la croissance illimitée dans un monde limité. Donc j'expliquais au président Macron que pour ces 2 raisons, et une troisième qui est corollaire, qui est qu'il chercherait certainement à se faire réélire, il y avait fort peu de chances qu'il prenne ces mesures radicales. Et que c'était à peu près la même chose dans tous les pays du monde. Donc que si on voulait avancer sur la question climatique, il fallait le faire en créant une sorte de consensus dans la société française et que les propositions émergent de citoyens qui ne peuvent pas être suspectés d'avoir des intérêts personnels dans cette affaire, mais qui travaillent vraiment pour l'intérêt général. Et que ces propositions ensuite, qui sont l'objet donc d'une délibération à 150, elles puissent faire l'objet d'une délibération plus large par le biais donc d'examen au Parlement et d'un référendum, ou de plusieurs référendums. Et qu'à ce compte-là, on pouvait construire un espace démocratique dans lequel tous ensemble, on pouvait essayer de décider quoi faire face à ce péril extraordinairement inquiétant qu'est le dérèglement du climat.
À notre grande surprise, il a accepté, ce qui a conduit à des négociations pendant 2 mois. Puis le 25 avril 2019, il a déclaré devant la presse que il mettait en place cette assemblée citoyenne avec 150 personnes tirées au sort, représentatives donc de toutes les réalités de la société française, les pauvres, les riches, les jeunes, les vieux, les ruraux et les urbains, les diplômés, les non-diplômés, etc. Et qu'il s'engageait à reprendre les propositions qui émergeraient de leur délibération pour les soumettre sans filtre au Parlement, au référendum ou à application réglementaire directe. Donc il y a d'abord eu ce tirage au sort. 250 000 numéros de téléphone ont été tirés au sort par un ordinateur. Dans ces 250 000, un institut de sondage a procédé à des appels pour trouver en gros la France en miniature que nous voulions réunir. Une fois ces 150 personnes tirées au sort, elles se sont réunies pendant 7 week-ends de 3 jours. Elles ont eu une partie de leur travail qui consistait à comprendre la problématique en auditionnant un certain nombre d'experts, donc à la fois des scientifiques, mais aussi plein d'acteurs de la société, donc des chefs d'entreprise, des responsables politiques, des syndicalistes, des agriculteurs, des architectes. Et ils se sont comme ça fait une idée assez précise de ce qu'était le problème et des pistes qu'ils pouvaient explorer pour apporter des solutions. Ensuite, ils se sont mis à travailler, répartis en plusieurs groupes de travail, se loger, se nourrir, se déplacer, produire et travailler. Donc, il y en avait 5. Ils ont entamé le travail de délibération et ils ont formulé des propositions. Donc chaque groupe de 30 a formulé des propositions qui ensuite ont été soumises aux 120 autres citoyens qui ont pu proposer des amendements pour que ces propositions, une fois amendées, soient représentatives d'un consensus au sein des 150 citoyens et pas simplement des groupes de travail. Ensuite, les 150 ont voté pour savoir s'ils voulaient conserver ces propositions ou non. En réalité, la quasi-totalité des propositions ont été gardées, puisque sur 150 propositions initiales, 149 ont été votées. Le premier résultat, c'est qu'ils ont produit un plan pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, qui est certainement le plan le plus ambitieux qui a été construit en France jusqu'à maintenant. Ce qui nous a permis de voir que quand on tire des gens au sort, qui viennent pendant 7 week-ends de 3 jours, se mettent au service de l'intérêt général, qu'ils auditionnent les bons experts, qui délibèrent, ils sont capables de produire quelque chose qui va plus loin que ce que l'ensemble des gouvernements français de ces 30 dernières années a pu produire sur le sujet. C'est déjà la démonstration, en tout cas, que ce mécanisme de démocratie délibérative fonctionne. Ensuite, les résultats tangibles, c'est-à-dire ce qui sera voté, on le saura en 2021, puisque le gouvernement est en train de préparer un grand projet de loi qui reprend une bonne partie des propositions de la Convention citoyenne, qui sera étudiée à partir du mois de décembre et certainement votée au début de l'année 2021 par le Parlement. À ce moment-là, on verra ce que les députés gardent ou non de ces propositions, sachant que le président Macron, lui, a dit qu'il en gardait 146 sur les 149, pour les soumettre sans filtre donc au Parlement ou au référendum. Il s'est engagé à faire un référendum sur une modification de l'article 1er de la Constitution, dans lequel la lutte contre le changement climatique et la protection des écosystèmes seraient intégrées. Et d'ores et déjà, un certain nombre de mesures ont été appliquées par la voie réglementaire, pas toujours comme les citoyens l'ont proposé. Et en ce moment, il y a justement un grand débat en France, puisque les citoyens considèrent que le gouvernement, et notamment un certain nombre de ministres, qui sont hostiles à un certain nombre de leurs propositions, ont tendance à les démolir, et ils appellent le président de la République à respecter son engagement et à véritablement proposer toutes les mesures sans filtre au Parlement ou au référendum. Donc ça, c'est une affaire à suivre.
Évidemment, on espère que la Convention citoyenne française va inspirer d'autres processus du même type en Europe ou dans le monde. C'est déjà le cas en Angleterre, puisque la Convention citoyenne a une petite sœur qui s'est réunie sur la question climatique et qui a déjà rendu ses conclusions. Le périmètre était un petit peu moins large que l'expérience française, mais c'est déjà quelque chose d'assez formidable. On a eu des discussions avec les Polonais, les Danois, et je pense que si l'expérience française se montre concluante jusqu'au bout, certainement un certain nombre de gouvernements qui vont réfléchir à utiliser le même processus pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure d'impasse de nos démocraties représentatives pour faire face au changement climatique. Parce que malheureusement, ça n'est pas simplement un problème français, c'est un problème qui se pose dans tous les pays. Pour moi, l'art a un rôle fondamental à jouer à plusieurs niveaux. D'une part, je crois profondément que pour qu'on soit capable collectivement de construire une société différente, on a d'abord besoin de pouvoir l'imaginer. Or, qui mieux que les artistes peuvent libérer notre imagination, notre imaginaire, à travers des récits, que ce soit des romans, des films, des poèmes, des séries, des peintures, des œuvres plastiques, des performances. C'est vraiment une des fonctions des artistes de pouvoir faire ça. Par ailleurs, depuis des années, je défends l'idée, parmi plein d'autres, c'est le cas aussi de l'écrivaine Nancy Houston ou de l'historien Yuval Harari, que nos sociétés se construisent sur des récits. Et que ces récits, s'ils sont partagés par suffisamment d'êtres humains, se transforment en structures politiques, économiques, religieuses. Aujourd'hui, on vit dans un récit qui est globalement matérialiste, consumériste, et qui a remporté la bataille des récits contre tous les autres grands récits, que ce soit le communisme, le fascisme, le monarchisme, ou même les récits des peuples premiers. Donc, pour moi, si nous voulons transformer la société en profondeur, il faut proposer un récit différent. Et ce récit, là encore, les artistes sont particulièrement bien placés, on va dire, dans la société pour participer à les faire émerger. Les artistes sont un peu comme des antennes qui essaient de capter l'air du temps, qui se laissent traverser par tout ce qui se produit dans leur environnement pour ensuite le retranscrire sous des formes sensibles qui sont capables de nous parler à tous les étages. À la fois de parler à notre intellect pour nous faire comprendre des choses, à notre imaginaire, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi à nos émotions et à nous émouvoir. Et l'émotion, c'est ce qui nous meut, donc c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait bouger. Les artistes, contrairement aux intellectuels, ont cette capacité-là de nous parler de façon totale, là où parfois, justement, les scientifiques ou les philosophes ou les essayistes vont parler uniquement à notre raison, à notre intelligence, à notre cerveau. Et on voit que c'est pas toujours suffisant. Donc pour résumer, je pense que le combat que nous avons à mener pour transformer la société est avant tout un combat culturel, justement de transformation de nos représentations. Et une fois que ces représentations auront changé, elles s'incarneront dans des nouvelles structures économiques, politiques ou sociales, tout simplement parce que nous verrons le monde différemment et les artistes peuvent nous aider à ça. Et c'est ce que j'essaye modestement de faire à ma toute petite échelle.